Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, mardi 2 décembre 2025, j'espère que vous avez la pêche, que cette rentrée n'est pas trop dure pour vous, à la fois la reprise au travail ou par exemple la rentrée des enfants, mais en même temps maintenant les enfants sont de retour à l'école, s'ils sont plus petits à la crèche, bref, vous êtes à nouveau tranquille. Bon, tranquille pour faire face à ce mois de septembre qui est un vrai casse-tête, je vais à nouveau en reparler, un vrai casse-tête, pourquoi? Parce que pour les actifs risqués en bourse, notamment le S&P 500 contre Bitcoin, les statistiques ne sont pas bonnes, mais il peut arriver que dans certains contextes, ce mois soit aussi le point de départ d'une phase de hausse qui peut durer jusqu'à la fin de l'année. En fait, c'est cette épineuse question, ce casse-tête du timing de Fancy Bitcoin. Cette semaine, des stats américaines sur le marché du travail, vous le savez, c'est majeur, pour ne pas dire l'adjectif magique, qui commence par un D, pour la décision de politique monétaire que la Réserve fédérale prendra le 17 septembre prochain, à savoir une baisse de taux qui est largement attendue. Mais s'il y a une baisse de taux, encore faut-il en connaître la raison. Et s'il y a une baisse de taux, faut-il savoir si cela sera le point de départ d'une série de baisses de taux ou simplement une baisse de taux isolée. Rappelez-vous, pivot technique, pivot réel pour une raison saine, pivot réel pour une raison malsaine. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Et vous savez, moi, vous connaissez mon point de vue, le cycle n'est pas terminé. Les 124 000 $ du 14 août dernier ne sont pas le haut de cycle pour Bitcoin. J'estime toujours que toutes les hypothèses sont sur la table. Les hypothèses, elles sont quoi? Si on tape, je vous refais un petit résumé rapidos pour l'introduction. Si on tape dans la moyenne, c'est-à-dire vraiment si on fait quasiment du copier-coller selon plusieurs métriques. Rappelez-vous, il y a plusieurs métriques pour comparer les cycles. Perspective halving, perspective temporelle, point bas de l'ancien bear market, perspective temporelle, point haut de l'ancien sommet du précédent cycle. Bon, et si on fait des moyennes des deux cycles précédents, tout ceci nous envoie mi-octobre. Retenez mi-octobre. Maintenant, si on fait ce qu'on appelle un cycle étendu, c'est-à-dire qu'en fait, on reste encore dans le cadre du cycle de 4 ans, donc on ne casse pas, mais qu'on va vraiment au bout du bout. Donc c'est comme en fait en analyse fractale, en vague d'Elliott, des vagues étendues. D'ailleurs, pour moi, Bitcoin est en vague 5 étendue. Et donc les 124 000 $ ne sont selon moi pas le haut de cette vague 5. Bon, mais si nous faisons un cycle de 4 ans dit étendu, c'est mi-novembre. Okay, donc déjà, on a une fourchette mi-octobre, mi-novembre. Alors septembre interroge, bien sûr. Moi, je pense que si un drop ce début septembre, c'est une opportunité pour avoir cette dernière leg up, la fameuse. Dans cette vidéo, je vais reprendre un certain nombre de choses. On va reprendre l'analyse cyclique, l'analyse chartiste, l'analyse calendaire, et puis aussi des modèles. Par exemple, là, je vais vous parler aujourd'hui du Bitcoin Quantile Model de plan C. Alors plan B, plan C, plan B, c'est le fameux stock to flow model très connu, qui est probablement cassé sur ce cycle. Plan C, c'est le Bitcoin Quantile Model. Vous l'avez sur Twitter, je vais vous montrer. C'est un gars sur Twitter assez connu et je trouve que son modèle tient vachement bien la route. Alors lui, c'est marrant parce que typiquement lui fait partie de ceux qui pensent qu'on aura un cycle étendu et même, vous savez, il y a un autre point de vue qui est en train d'émerger. Donc il y a le cycle. Alors le cycle avorté, c'est mi-août. Moi, j'y crois pas. Le cycle classique, c'est mi-octobre. Classique étendu, mi-novembre. Et enfin, vous avez le cycle hyper étendu. Ceux qui vont jusqu'à décembre. Alors, est-ce que si on va jusqu'à fin décembre, on reste dans le cadre d'un cycle de 4 ans? Ça se discute. Et vous avez enfin la dernière école de pensée. Dernière école de pensée. Ah oui, je suis inspiré ce matin. Fatigué ce matin, fatigué, mais inspiré. C'est l'école de pensée du cycle cassé. Le cycle de 4 ans cassé. 4-year cycle broken ou broken 4-year cycle. Cycle de 4 ans cassé, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, qui s'appuie sur un certain nombre d'arguments autour, bien sûr, de l'institutionnalisation du marché, de l'évolution de la régulation, de la baisse de la volatilité par rapport au cycle passé, aussi des cycles économiques, aussi naturellement de ce que pourrait être un cycle à baissier des taux d'intérêt, du taux d'intérêt des fonds fédéraux, la Fed. Bon, ils ont quelques arguments, j'aurai l'occasion d'en reparler un autre jour. Et eux nous disent, le cycle de 4 ans, il est cassé. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle de 4 ans cassé? Un cycle de 4 ans cassé, c'est tous les sommets de cycle qui se feront après l'année 2025. Et parmi ce courant-là, la pensée la plus optimiste que j'ai trouvée, c'est un sommet de cycle en février. Et encore, ils nous disent que le cycle de 4 ans étant cassé, c'est-à-dire que pour eux, on ferait un top en février 2026, mais derrière, du coup, le cycle de 4 ans étant cassé, il n'y aurait pas ce bear market classique dont la durée moyenne est de 13 mois. Bon, vous voyez que toutes les hypothèses sont on the table. Bon.
Donc, justement, toutes les hypothèses étant on the table, il faut aussi savoir les poser sur la table parfois et choisir, faire un choix. Moi, mon choix... Alors, choix ou intuition? Moi, mon choix reste sur la fenêtre temporelle mi-octobre, mi-novembre. Mi-octobre, mi-novembre. Au-delà, c'est du bonus, si jamais on doit aller au-delà. Au-delà, c'est de la gourmandise. Et la gourmandise, c'est un péché. Voilà. Donc, je ne serai pas un pêcheur. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Allez, c'est parti, Cryptos Technical Briefing. J'entendrai même me coucher, moi. Bon, je vous rassure, je dors pas sur ce canapé pour rien. D'ailleurs, je vais le dégager. Bon, je vais déménager. Je pense déménager vers le milieu du mois d'octobre. Et oui, Paris va me manquer. Je quitte Paris. Oh, j'irai pas bien loin. Alors, Bitcoin Quantile Model. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Et comme c'est de la poudre aux yeux, ça arrivera plus tard dans cette vidéo. Donc cette semaine, elle est chargée. Vous avez le rapport NFP. Je commence rapidos par le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, vous connaissez ces statistiques. Voilà pourquoi il fait peur à tout le monde. C'est le mois qui, à la fois sur le cours du Bitcoin et en même temps le S&P 500, a une performance moyenne négative. Bon, vous connaissez le principe des moyennes, c'est-à-dire que si on a une moyenne négative, c'est qu'effectivement, dans la répartition globale, il y a davantage de mois négatifs que de mois positifs. Et alors, pour avoir une moyenne positive, s'il y avait moins de mois positifs, il faudrait vraiment que les mois positifs explosent tout. Il y a eu quand même quelques mois positifs, c'était pas non plus la folie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mois positifs, nous, sur notre cycle, on les a plutôt connus. Puisque ici, vous regardez la performance sur notre cycle. Notre cycle a commencé ici. Alors, si quelqu'un parmi vous a acheté en fin de bear market, ça, c'est ceux qui sont à l'aise, levez le doigt. N'hésitez pas, manifestez-vous. Vous avez acheté en fin de bear market, et donc tout le monde est heureux. En fait, concrètement, actuellement, on se pose les questions, beaucoup se posent des questions, mais ceux qui s'interrogent sont globalement ceux qui sont rentrés plutôt par ici. Concrètement, vous êtes dans le marché entre 2022 et 2024, vous êtes serein, mais vous vous interrogez quand même, parce que bon, qu'est-ce que je fais? J'ai un prix d'achat compris entre 15 et 70, je vends pas, etc. Moi, je vous dis, ça vaut le coup de tenir encore un peu pour jouer la dernière leg up. Bref, sur notre cycle, qui a donc commencé après le bear market, qui ici d'ailleurs aussi avait duré 13 mois, donc ça c'était le bear market, le point haut de l'ancien cycle bear market, eh bien, septembre a jamais été un mois folichon, mais septembre n'a pas été non plus baissier. Je vous remontre ici la performance des 2 mois de septembre de notre cycle, et donc qui s'inscrivent en opposition complète avec la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mois de septembre avait mal commencé. Donc là, pour début septembre, c'est comme ça. Le septembre 2023 et septembre 2024 avaient mal commencé, mais ils furent le point de départ d'une impulsion. Donc déjà, ça permet de prendre un peu de recul par rapport à ces statistiques de septembre pourries. Oui, certes, c'est pas top, mais en général, on fait un creux pour bien repartir. Alors, est-ce que cette semaine, on va dropper à 100 pour repartir? Bon, ça va dépendre du rapport NFP vendredi. Mais moi, mon opinion, c'est que si cette semaine, on se fait peur, moi, j'aurais pas peur. Si cette semaine, on se fait peur, je pense que c'est le dernier bottom avant la dernière leg up. Voilà. Moi, je les pose sur la table. Et puis, après, on verra bien. Donc effectivement, finalement, à la question de savoir est-ce que septembre 2025 va prendre à contre-pied les statistiques, ça dépend de lesquelles on parle. Si on parle de celles qui sont sur la durée totale de la vie de Bitcoin, oui, mais sur notre cycle à nous, non, finalement... Finalement, si on a un mois de septembre positif, en tout cas, qui est le point de départ d'une phase de hausse et qui n'est pas le point de départ d'un bear market, ça ressemble à nos mois de septembre de notre cycle. Alors, il est vrai que nous sommes corrélés au S&P 500, nous, le S&P 500, et que, manque de peau, le S&P 500 aussi, septembre, c'est son plus mauvais mois. Alors, c'est pareil, là, je vous montre ça, pourquoi? On s'en fout qu'il manque les dernières années historiques, c'est pas le problème. C'est juste pour vous montrer que les statistiques de saisonnalité, il faut vraiment prendre du recul. Pourquoi? On observe que septembre a effectivement une performance moyenne négative. Mais en même temps, vous avez 47% des mois de septembre qui sont positifs. Donc là, on se dit, ok, sur le S&P 500, le mois de septembre est en général négatif, mais il y a quasiment un mois sur deux qui est positif. Donc, vous voyez tout de suite la limite de ce type de statistiques. Mais il est vrai que, dans le meilleur des cas, nous aurons un mois qui pourra donner le point de départ d'une impulsion. Ce ne sera pas non plus... on verra bien. Hein. Bon, donc, voilà. Alors...
Cette semaine, le temps fort fondamental de la semaine, c'est le rapport NFP vendredi 5 septembre. Ça va décider ce que fera la Fed. Rapidos, je vous remontre la probabilité actuellement que la Fed baisse ses taux en septembre, c'est 90%. Donc sauf une envolée de l'inflation d'ici là, il reste un CPI et un PPI, ou une chute du taux de chômage ou un excellent rapport NFP vendredi, ça devrait le faire. Limite, on s'en fiche un peu du 17 septembre. La question, c'est 29 octobre, 10 décembre. Et pour avoir, rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, cycle avorté, c'est mi-août, moi j'y crois pas. Cycle classique dans les moyennes, c'est mi-octobre. Cycle classique plus, c'est mi-novembre. Cycle classique étendu, c'est mi-décembre. Bon, pour avoir un cycle classique plus ou un cycle classique étendu, il faut 3 baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Il ne faut pas qu'elle agisse qu'une seule fois. Donc il ne faut pas un pivot technique, il faut un pivot réel. Je crois que je vous avais décrit ça dans le Cryptos Technical Briefing des mois précédents. Qu'est-ce que regarde le marché cette semaine? Il regarde bien sûr les créations nettes d'emplois, c'est vendredi ça. Les 3 derniers mois ont vu moins de 100 000 créations nettes d'emplois, moins de 100 000 emplois apportés à l'économie américaine. Ce que l'on dit en général, ce que disent les économistes, c'est qu'il faut 100 000 pour absorber les arrivées dans la population active. Vous comprenez donc pourquoi c'est important et pourquoi là c'est plutôt inquiétant. D'autre part, vous avez actuellement aux States, vous avez actuellement aux États-Unis d'Amérique 7 236 000 chômeurs et qu'on est sur un top là. Si on fait un nouveau tic à la hausse, on fait et ça, la tendance commence à inquiéter un peu la Fed. Mais en même temps, c'est pas une tendance de récession, c'est une tendance de ralentissement économique. Pour ça, la Fed peut pivoter. Si elle pivote, si elle baisse les taux d'intérêt, tout ça, ça peut venir soutenir les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Ça peut apporter des flux vers les small caps, ça peut apporter des flux vers les alts, bref, tout le monde. En gros, pour avoir notre cycle normal, plus ou étendu, on a besoin de la Fed. Alors la situation technique sur Bitcoin, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Vous avez ici le graphique en données mensuelles. Regardez les bougies japonaises mensuelles. La courbe noire ici sont les cours de clôture. Alors c'est la lagging span du système Ishimoku. La lagging span étant le marché actuel ici, translaté dans le passé, représenté en cours de clôture. Ça permet d'avoir côte à côte les bougies japonaises et le cours de clôture. La clôture mensuelle du mois d'août, c'est une clôture baissière, mais en même temps, on a fait 1, 2, 3, 4 mois consécutifs haussiers. Donc, moi, c'est pas choquant de faire un mois baissier. D'autre part, le support mensuel est à 102 000 $. Vous voyez bien, on n'a pas d'interruption. La correction du mois d'août n'a pas interrompu le cycle de sommet creux ascendant. Donc, en gros, au-dessus des 100K, c'est bullish. Au-dessus des 100K, c'est bullish. Prenez ici le Bitcoin dollar. Alors, pour moi, je vous rappelle, pour moi, dans une vague 5 étendue. Alors, en fait, on peut faire les choses différemment. C'est pareil, on pourrait faire ici une grande 1, une 2. On serait dans une grande 3 et le bear market à venir serait une grande 4 ou un scénario de 5 étendu. En fait, globalement, c'est pareil pour les targets théoriques. Et donc, ouais, et je trouve en plus les ratios théoriques, regardez, les ratios de projection de vague 5 étendue ont vachement bien fonctionné. Donc, moi, je me dis, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais, la fin de cycle, entre mi-octobre et mi-novembre, tout ce qui est au-delà, c'est de la gourmandise. La gourmandise, c'est un péché. Ça, c'est l'aspect temporel. Maintenant, si je reviens sur l'aspect prix, je dirais que pour moi, une fin de cycle 130, 143, 130, 143, tout ce qui est au-delà, c'est de la gourmandise, c'est un péché. J'entends par là que lorsqu'on va rentrer, si jamais on y rentre, c'est pas certain, mais dans cette phase de gourmandise péché, ça dure jamais très longtemps, c'est volatile, et il faut savoir vendre. Il faut toujours savoir revendre. De toute façon, un gain est un gain. Un gain est un gain, même si on n'achète pas tout en bas et qu'on ne voit pas tout en haut. Un gain est un gain. Un gain latent qui reste latent, et après on se mange le bear market et on revient à zéro, le gain peut devenir rien du tout. Donc voilà, moi je dis mi-octobre, mi-novembre, au-delà c'est de la gourmandise est un péché, vous avez compris mon raisonnement, et en termes de prix, 130, 143, tout ce qui est au-delà c'est de la gourmandise est un péché. Donc typiquement 200K c'est de la gourmandise. Peut-être y aller, il y a des modèles qui disent qu'on y va, mais c'est de la gourmandise. La gourmandise, quand on est dans des phases comme ça d'excès, c'est comme quand vous jetez sur une tablette de chocolat, c'est de la gourmandise. Ça dure pas longtemps. La tablette de chocolat, vous la dégommez, boum, derrière vous avez un peu mal, vous avez quand même le plaisir. Mais ça va être assez instantané, le plaisir, ça va être assez court en fait. Et derrière, on a le retour de boomerang. C'est ça que j'entends par gourmandise. Quand je dis que 200K, c'est de la gourmandise. Voilà, donc. Il n'y aura peut-être pas 200K sur ce cycle, mais 140, pour moi, c'est pas de la gourmandise. C'est bien 140. 140, c'est x2 par rapport au sommet de l'ancien cycle. Voilà, ça me paraît pas. C'est pas déconnant, quoi. Voilà. Bon, alors, ça c'est bien marrant, là, je sors des trucs, on en est loin. Mais on n'a pas cassé de support mensuel, donc tant qu'on tient les 100K, les 102K, EMA 200, SMA 200, all good.
forcément, alors certains disent que le signal d'entrée en bear market, c'est la cassure des moyennes mobiles à 50 semaines. Elle est à 96. Elle remonte semaine après semaine. Dans 2 semaines, elle est à 100K. Mais voilà. C'est cette zone, en fait. Vous voyez bien. Regardez sur mon chart, là. C'est cette zone-là. Cette zone-là. Cette zone-là. Et sur BTC... Tiens, regardez BTC EUR. Sur BTC EUR, c'est cette zone-là. C'est la zone à tenir. Sur BTC EUR, c'est 87 et 90K. J'aime bien, d'ailleurs, sur BTC EUR, le retour du RSI sur 50 ici. Bon. Voilà. Donc, Bitcoin analyse cyclique. Alors le mois de septembre fait peur, mais moi je dis n'ayez pas non plus trop peur pour le mois de septembre. Alors oui, pour repartir à la hausse, il faut dépasser une résistance. La résistance à dépasser, c'est 111,9. Donc retenez ça. Tant qu'on est sous 111 900 $, on est bearish, court terme. On repasse au-dessus de 111 900, on repasse bullish. Alors, nous sommes, ça y est, 500 jours après le halving. Nous sommes 1394 jours depuis l'ancien sommet, 1016 jours depuis le point bas du précédent bear market. Dans les 2 derniers cycles, lorsque nous fûmes 500 jours après le halving et lorsque nous fûmes au-delà de 1015 jours depuis le point bas du bear, ça pumpait. Ça pumpait. Donc, ces statistiques nous inscrivent en porte-à-faux de l'approche calendaire. L'approche calendaire nous dit que septembre est pourri. Et encore, septembre est pourri, c'est les statistiques depuis 2009. Mais sur notre cycle à nous, vous avez compris que c'était pas si pourri que ça et que ce fut le point de départ de la hausse. Lorsque j'aligne les cycles en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis l'ancien point bas du bear market, vous voyez donc que c'est bullish. Là, c'est 1015, 1020 jours depuis l'ancien point bas du bear market. Donc, voilà, donc on est 1016. Et plus important, nous sommes 500 jours après le halving et 500 jours après le halving, ça y est, et bah les 3 cycles précédents pumpaient. Alors j'exagère, le cycle précédent il a pumpé à partir de 505, le cycle encore d'avant c'était un peu avant 500, et le tout premier cycle c'était pile poil à 500. Nous sommes 500 jours après le halving, et donc le rapport NFP va tomber vendredi, donc le rapport NFP va tomber 503 jours après le halving, donc le rapport NFP du vendredi 5 septembre a un impact décisif sur le plan fondamental, et en plus... Le rapport NFP du 5 septembre tombe 503 jours après le halving, qui est une fenêtre de tir 500, allez jusqu'à 545, qui historiquement est bullish. D'ailleurs, vous notez que les 3 précédents cycles sont à chaque fois de plus en plus longs en tenant compte du nombre de jours après le halving, puisque ça a fait 300 quelque chose, 525, 545, et que ça pourrait faire 570 sur ce cycle, 570 qui nous emmène à la mi-novembre, étant le cycle classique dit plus. Le cycle classique étendu étant fin décembre, mi-décembre. Voilà, j'ai tout dit. Non, je pas tout dit. D'ailleurs, alors cette approche, donc ça nous annonce plutôt un truc pas dégueu pour septembre. D'ailleurs, tout comme, c'est intéressant parce que je reprenais la corrélation avec la liquidité mondiale, regardez, ça nous donne un top ici le 15 octobre et comme par hasard mi-novembre. Donc, le sommet de cycle qui va se faire par là, quoi. Ça va être entre 15 octobre et 15 novembre. D'ailleurs, là, on pourra avoir peut-être une divergence. C'est intéressant parce que vous savez que le 15 octobre, on fait exactement comme les 2 cycles précédents. Le 15 octobre, nous faisons exactement, en faisant la moyenne des métriques, comme le cycle précédent. Donc finalement, le piège sera peut-être là de se dire, on arrivera à 15 octobre, ça va commencer à retracer. On va se dire, ah ça y est, boum, bah on fait comme les cycles précédents, c'est fini. Mais là, il y aura tous ceux qui vont vous dire, mais non, le cycle va être étendu, on n'est pas en début de bear market. Bref, on n'a pas fini de discuter de tous ces sujets chaque semaine et de s'amuser, car oui, qu'est-ce qu'on s'amuse? Alors, on veut s'amuser, on veut aussi bien sûr sortir de son portefeuille en gain ou à un moment ou à un autre faire une conversion en stablecoin en gain pour ensuite attendre le prochain bear market s'il a lieu. Alors, il n'aura pas lieu si le cycle de 4 ans est cassé, mais moi quand je vois fleurir, est-ce que c'est consensuel? C'est ça la chose. Je ne pense pas que cette théorie du cycle de 4 ans cassé soit consensuelle. Mais dans tous les cas, imaginons même que le cycle de 4 ans soit cassé, et donc qu'on n'ait pas un bear market de 13 mois avec moins 70%, il y aura une phase de baisse tôt ou tard. Peut-être qu'elle ne durera pas 13 mois, ce sera peut-être ça le piège, enfin, vous voyez un peu tricoter. Donc l'analyse cyclique, elle est bullish, l'analyse technique, on en a parlé. L'analyse, l'analyse calendaire, elle, c'est notre ennemi, l'analyse calendaire ne l'est pas. L'alignement calendaire ne l'est pas, vous l'avez compris. Septembre, c'est la chute. Hein, voilà, donc ça y est. Septembre, c'est le drop, selon l'analyse calendaire. Oui, septembre, c'est le drop selon l'analyse calendaire, mais la perspective halving, c'est le contraire, c'est le pump.
Alors, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le rapport NFP du 5 septembre et la direction de le marché, nous serons capables de dire dans quelle perspective et de comparaison s'inscrivent les cycles. Et on pourra donc se fier à cette perspective. Cette perspective, elle est bullish d'ailleurs. Dernière approche, l'approche, alors c'est la moyenne calendaire. La moyenne calendaire vous voyez que effectivement elle est en bleu, elle est faiblarde en septembre, mais ce qui m'intéresse c'est que nous sommes sous la moyenne calendaire. Donc elle est faiblarde, mais nous on est en dessous, on a commencé à dropper avant, et je verrai bien en fait là un retournement bullish de fin de cycle. Donc l'aspect moyenne intercycle calendaire, ça est très compatible avec le cycle normal plus mi-novembre et le cycle étendu. Voilà, il faut plus regarder la tendance que les prix. Alors là, vous avez le modèle le Power Law modèle. Enfin, il y a plusieurs grands modèles, mais dans les trois modèles, il y a les trois grands modèles qui s'affrontent. Vous avez le Stock to Flow modèle de plan B, le Quantile modèle de plan C, et vous avez le Power Law modèle. Alors les trois ont pour point commun d'annoncer davantage de hausse. Après, ils ne sont clairement pas d'accord sur tous les objectifs. Et d'ailleurs, on va regarder donc le modèle de plan C. Plan C, c'est ce monsieur-là. Il ressemble à un acteur d'ailleurs, je ne sais plus qui. Creator of the Bitcoin Quantile Model. Et donc le Quantile Model, c'est ça. Alors le Quantile Model, c'est intéressant parce que ça a vraiment chopé les hauts cycles, les trois hauts cycles, les quatre. Alors là, il n'y avait pas le halving, hein, donc c'est vrai que vous avez les trois cycles précédents liés au halving. Alors certains parfois découpent en deux celui-là, c'est vrai que là il y a donc, mais là le premier halving c'était 2012, d'accord, mais en fait finalement il y a 1, 2, 3, 4 cycles passés. Donc on prend les 4 cycles passés, dont 3 sont liés à des halvings. Et donc vous avez les bandes là du Quantile Model, et ce qu'on observe c'est que le haut de cycle a toujours été dans la partie rose et rose foncé. Et là c'est impressionnant, regardez comment on réagit à la perfection dans les bornes. Et donc nous sommes bloqués depuis plus d'1 an dans la borne jaune. Et l'idée, la théorie de la dernière leg up, ce que je pense, moi, c'est ce qui manque. Et d'ailleurs, quels que soient les modèles, nous disent qu'il nous manque cette dernière leg up. J'espère que c'est pas un piège. Bon, bref, nous dit qu'on ira chercher au moins la bande rose ou la rose foncée. Et donc, si on se projette par exemple mi-novembre, comme le propose ici ce tableau, pour avoir un cycle plus d'un point de vue temporel, mi-novembre, vous voyez que la frontière entre le rose clair et le rose foncé, c'est 190 tiers. Pour moi, tout ça, c'est de la gourmandise. D'accord? Mais c'est un modèle. Je vous le montre. Allez vous renseigner. Vous avez qu'à suivre sur Twitter Plan C. Et il a fait plein de vidéos. Il explique exactement comment sont calculées ces bandes. C'est des maths. Tout ça, c'est des maths. Hein. Les mecs, qui sont là. On prévoit Bitcoin avec les maths. Ok, impeccable. Leur faire confiance. C'est les maths et c'est à appliquer un historique de cours. Effectivement, si ce modèle se répète, on n'a pas terminé le cycle. Et ça fait partie des modèles les plus optimistes, hein, qui nous envoient en fait en fin d'année autour des 190-200K. Pour moi, qui est, c'est une phase de gourmandise, mais d'ailleurs, le modèle le dit lui-même. Regardez bien. Effectivement, nous sommes allés chercher les bandes rose et rose foncé, mais d'une manière extrêmement rapide. Et derrière, regardez, la chute brutale, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Donc, c'est ce qui risque de se reproduire. Si on y va, ça ne va pas durer longtemps. Donc, il faudra savoir sortir. Oh, passage, suivez-moi sur Twitter, les amis, vous ne me suivez pas. Les alts. Les alts, vous savez. Là, vous avez Total 3, moins le BTC, moins ETH, moins Stablecoin. Pour moi, le haut de cycle n'est pas fait, on va chercher là. Les alts ont besoin de la Fed. Les alts, c'est comme les small caps du marché action. Elles ont besoin de liquidité, d'attrait pour le risque. La seule solution pour que les alts remontent à leur sommet 1000 milliards de market cap et aillent peut-être chatouiller un peu au-dessus, c'est un vrai pivot de la Fed. Donc je vous renvoie vers mes 2 dernières vidéos où j'avais décrit pivot technique, pivot réel. Il faut un pivot réel. C'est-à-dire que si on a besoin de 2 à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, et oui, nous aurons un push final des alts. Alors, pas toutes, mais prenez le top 15, top 20. Prenez toutes celles pour lesquelles des ETF arrivent. Tous les ETF qui arrivent d'ici mi-octobre, ce sont probablement elles qui profiteront en priorité des flux si la Fed nous passe 2-3 baisses de taux. Et voilà. Donc,
techniquement parlant, ça reste bullish au-dessus de ce seuil, il n'y a rien à dire. Je surveille toujours ce ratio alcool sur ETH. Alors là, on a support. Est-ce qu'on a fait le point bas? Regardez, on a un niveau horizontal. Regardez bien mon niveau horizontal qui a l'air de bien marcher là. Allez, celui-là. On verra bien. La dominance de Bitcoin est toujours bearish. Là, bah, on est toujours en phase de reprise, donc voilà, il n'y a pas. Pour ETH, c'est impeccable. Hein. Il nous fait un range. Un range au-dessus de ça. Vous voyez bien, hein, donc on s'inscrit. Hein. Vous voyez qu'on fait, on fait une espèce de phase latérale entre les 4090 et les 4009. Bah, tout ça, c'est une pattern. On construit une pattern. Qui d'ailleurs, on espère tous, permettra de relancer la machine. Solana, j'ai jamais aimé son chart, mais en même temps, on monte comme ça. C'est une façon de remonter dit en crabe. J'ai jamais aimé cette approche, ce terme chartiste, hein, la remontée en crabe. Vous voyez bien comment on monte le crabe, hein, comment marche le crabe. C'est truc, c'est voilà, c'est comme ça et plutôt comme ça, voilà, comme ça. Donc voilà, mais il y a un seuil à 210 $ à faire sauter. Si on fait sauter les 210, on ira à 260. Donc voilà, et là on se reprend, on est soutenu par les moyennes mobiles. Le BNB, il est toujours bullish depuis la cassure des 704 $. Peut-être qu'il ira chercher les 1000. Hein. Link, c'est un des plus beaux jetons. Link est un des plus beaux jetons. Alors on a une grosse. Bon, le point d'achat idéal, bien sûr que c'est là. Je pense pas qu'on viendra chercher les 12, sauf un choc exceptionnel. Mais moi j'ai plutôt le sentiment, donc là le marché se reprend, on a besoin d'attendre un peu les moyennes mobiles, comme beaucoup de jetons d'ailleurs qui ont beaucoup pumpé, donc il faut laisser le machin un peu dégrossir un peu. On va avoir une grosse zone de support ici au-dessus des 19-20, mais je ne serais pas surpris quand même que d'ici la fin du cycle, on finisse par faire sauter les 29 $. Puis derrière, vous avez des targets ici qui sont des targets de vague 3. Qui permettent d'envisager d'aller chercher les 35, 40, voire 45 $ d'ici la fin du cycle. Bon, croisons les doigts. Sur un jeton qui, de toute façon, est considéré comme ceux ayant les fondamentaux, parmi les fondamentaux les plus solides. Voilà les amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. Merci de votre attention, bonne semaine.